Liban, très violents affrontements à Beyrouth entre milices conservatrices et soldats syriens. L'avion moins cher, l'association internationale a décidé de libérer les prix du transport aérien. Une exclusivité dans le journal, l'interview du chancelier allemand Helmut Schmidt, quelques jours avant le Conseil européen de Brême. Le tiercé, 6, 8, 2, il rapporte plus de 6500 francs dans l'ordre. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. De la pluie, encore de la pluie et toujours de la pluie, hélas. La météo qui hier soir nous annonçait un temps médiocre sur l'ouest, le nord et le bassin parisien ne s'est pas trompé. Les averses ont été très fréquentes aujourd'hui sur ces régions. Mais, chose plus inquiétante encore, ce temps humide, couvert et pluvieux devrait, paraît-il, gagner tout le pays demain. Seules les côtes bordant la Méditerranée et les Pyrénées seront épargnées. Certes, on ne s'attend pas à des cataractes, mais à une pluie fine et persistante. Un temps qui, pour les vacanciers, est une catastrophe. Fini la baignade, il va falloir se mettre à la lecture ou aux activités manuelles. Je vous en reparlerai d'ailleurs à la fin de cette édition. Une seule bonne nouvelle aujourd'hui pour les aspirants aux vacances, mais ce sera probablement pour celle de l'an prochain. Les tarifs aériens vont sérieusement baisser. L'Association internationale du transport aérien, l'IATA, a décidé de libérer les prix. Jusqu'à présent, les grandes compagnies ne pouvaient lutter contre les charters. Désormais, ce sera possible. Possible et surtout nécessaire. Une vaste enquête réalisée il y a quelques mois aux États-Unis démontre que la notion de confort est de moins en moins importante alors que l'abaissement des tarifs est réclamé par tous. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. À peine 300 000 passagers charters sur l'Atlantique en 1964, presque 5 millions en 1977. En fait, cette décision de l'Association internationale du transport aérien de libérer les prix vient consacrer une réalité économique qui illustre parfaitement l'entreprise Freddie Laker du nom d'un homme de 55 ans qui, il y a 8 mois, cassait les prix sur la traversée de l'Atlantique Nord avec son train du ciel. Pour 500 francs par personne, soit 3 fois moins cher que les compagnies classiques, il vous emmène de Londres à New York. L'IATA a donc été obligé de céder de peur de disparaître, dit-on. Les petites compagnies qui craignent d'être menacées par une telle liberté des prix ont bien sûr critiqué cette initiative, pourtant inévitable à plus ou moins long terme. Nous sommes loin des années 50 où il n'y avait qu'un tarif unique au-dessus de l'Atlantique et où les dîners étaient servis dans 17 cabinets particuliers qui se transformaient la nuit en 17 cabines à 2 places. Aujourd'hui, les prix officiels d'un Paris-New York et retour varient de 1750 à 4450 francs, mais en Concorde, c'est environ 8000 francs. Quoi qu'il en soit, et en attendant l'aéroplane pour tous, sachez qu'il y a moins de 10% des Français qui utilisent l'avion. Après une nuit de calme précaire, les affrontements ont repris ce matin à l'aube à Beyrouth. Tirs d'armes automatiques tout d'abord, et puis dans l'après-midi, c'est l'artillerie qui a donné de la voix. Aujourd'hui encore, ces combats opposent la force arabe de dissuasion aux milices phalangistes. Et hier, plus de 20 personnes ont été tuées. Alliés jusqu'à l'année dernière pour s'opposer aux Palestiniens et ennemis aujourd'hui. Les forces syriennes patrouillant dans Beyrouth et les milices chrétiennes, les conservateurs. Depuis hier après-midi et jusqu'à la tombée de la nuit, ce sont des soldats syriens qui, depuis les toits des immeubles avoisinants, ont bombardé le quartier général des phalangistes en plein centre de Beyrouth. Et cet après-midi, les combats se sont étendus à tout le secteur est de la capitale. Image presque habituelle d'une guerre civile qui semble ne jamais vouloir se terminer sans que l'on sache très bien qui se bat, contre qui, ni pourquoi. Hier, les Palestiniens ou les phalangistes, ce soir, ce sont les Syriens, avec les habituels bilans, 22 morts hier après-midi. En Italie, le 5e tour de l'élection présidentielle n'a rien donné. Un 6e tour devait avoir lieu en fin d'après-midi. Nous n'en connaissons pas encore les résultats. Il est toutefois peu probable que l'Italie soit dotée d'un président de la République dès ce soir. En France, si l'on en croit un sondage de la Sofres, sondage publié par La Vie française, 82% des dirigeants d'entreprise gardent confiance dans la politique économique du gouvernement. Et pourtant, ces chefs d'entreprise semblent bien inquiets. 73% d'entre eux pensent que l'inflation va s'accélérer. 69% redoutent une concurrence étrangère accrue. Et 45% estiment qu'une réduction des effectifs de leur société doit être attendue dans les mois qui viennent. Il n'en reste pas moins que plus d'un chef d'entreprise sur 2 se déclare finalement plutôt optimiste.
C'est une semaine très importante qui s'ouvre en France. Mardi, le chef de l'État reçoit à l'Élysée les représentants de la majorité, messieurs Lecanuet et Chineau pour l'UDF et Chirac et Labbé pour le RPR. Et puis mercredi, ce sera au tour de monsieur Mitterrand d'être reçu au palais présidentiel en compagnie de monsieur Gaston Defferre et puis aussi au tour de monsieur Ballanger. Monsieur Marchais avait bien été invité, mais il ne pourra se rendre à cette invitation élyséenne étant actuellement en voyage à l'étranger. La discussion, aussi bien avec la majorité qu'avec l'opposition, aura pour thème le prochain sommet des pays industrialisés qui se tiendra à Bonn à la mi-juillet. Mais on peut tout de même aujourd'hui se poser une petite question. Que vont se dire messieurs Giscard d'Estaing et Chirac? À plusieurs reprises ces dernières semaines, le leader du RPR a critiqué la politique définie par le chef de l'État et appliquée par le gouvernement de M. Raymond Barre. Le dernier sujet de divergence, c'est l'Espagne. Jeudi, lors de son voyage officiel de l'autre côté des Pyrénées, M. Giscard d'Estaing s'est déclaré très favorable à l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. Le jour même, M. Chirac a fait quelques réserves. Hier soir, à Castelnaudary, il a été plus précis. Pour le leader du RPR, élargir la communauté européenne serait une erreur capitale. Alors Noël Copin, s'agit-il simplement d'un petit désaccord de plus? Eh bien, cette hostilité répétée à l'entrée de l'Espagne dans le marché commun s'ajoute à bien d'autres critiques que Jacques Chirac a faites ces derniers temps. Il y a eu la critique de la politique africaine du président de la République, la critique de la politique économique de Raymond Barre assortie d'une critique peut-être plus fondamentale du libéralisme qui inspire cette politique, et puis il y a eu une opposition sur des points plus particuliers, par exemple l'opposition à la réforme du mode de scrutin des élections municipales, et puis les réticences sur le projet de cumul des mandats. Bref, dans le oui mais de Jacques Chirac, les mais se multiplient et se précisent. Jacques Chirac cultive les différences, et l'on est un peu ramené à ce climat de tension qu'il y avait à l'intérieur de la majorité avant les législatives. Mais il y a tout de même quelques nuances dans ces différences. Oui, il y a quand même quelques nuances. D'abord, quelques différences de situation avant les législatives. Et bien précisément, il y avait la perspective des législatives qui pouvaient redistribuer les cartes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'échéance électorale avant 1981, les élections présidentielles. Et puis, la position du président de la République est sortie renforcée des élections législatives, même si Jacques Chirac et le RPR a contribué à cette victoire. Il y a aussi, je crois, des nuances dans l'attitude de Jacques Chirac. Première nuance, il semble que ce ne soit plus une fronde personnelle, comme au temps, par exemple, de sa candidature à la mairie de Paris, mais que c'est une critique plus politique des orientations et des décisions prises. Et puis, pendant la campagne des législatives, Jacques Chirac avait voulu, semble-t-il, surtout se donner une image musclée qui le déportait vers la droite. Aujourd'hui, il semble recentrer davantage son image vers le gaullisme. Les critiques qu'il formule sont effectivement des critiques au nom des principes gaullistes. Alors on peut quand même se poser la question, où veut aller et où va aller M. Chirac? Eh bien oui, bien sûr, c'est la grande question qu'on se posait déjà avant les législatives, qu'on se pose depuis. Les désaccords de Jacques Chirac avec l'opposition sont plus importants que ses désaccords avec le gouvernement. Il n'a donc pas apparemment de solution de rechange. Alors ce qu'il peut faire, c'est exprimer bien haut et bien fort son désaccord sur un certain nombre de points pour empêcher que les décisions soient prises ou pour les retarder. Et puis peut-être d'une façon plus générale, poursuivre sur une voie étroite, ne pas partager la responsabilité de la politique qui est menée, mais ne pas prendre non plus la responsabilité d'y mettre fin. Ce n'est pas facile. Pour M. Giscard d'Estaing, ces 15 premiers jours du mois de juillet seront consacrés donc presque exclusivement aux grandes négociations internationales. Avant le sommet de Brême, à la mi-juillet, les 9 de la communauté européenne vont se retrouver à Bonn, toujours en Allemagne, jeudi et vendredi prochain. Sujet essentiel de cette négociation, l'économie, mais aussi la politique africaine de l'Europe. En ce domaine, la position de la France est connue, mais nous connaissons aussi maintenant la position de l'Allemagne. Le chancelier ouest-allemand, M. Helmut Schmidt, rentre d'un voyage officiel sur le continent africain, le premier du genre d'ailleurs. M. Schmidt a visité le Nigeria et la Zambie. Notre envoyé spécial permanent à Bonn, Michel Meyer, a suivi pour nous ce voyage. Il a pu à cette occasion interviewer M. Helmut Schmidt. Pour la première fois, le chancelier ouest-allemand explique donc la politique de son pays vis-à-vis des pays africains. C'est cette interview que je vous propose maintenant de suivre. Peut-on dire qu'il y a élargissement du conflit Est-Ouest à l'Afrique et cela vous inquiète-t-il? Ich glaube, man kann nicht sagen, sie habe sich bereits auf Afrika ausgedehnt. Je n'irai pas aussi loin dans la formulation, mais ce danger existe. Könnte schon bestehen. Jedenfalls sind ja Il reste que des pays occidentaux comme la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne ont été nettement plus prudents et réservés que l'URSS ou Cuba en matière de participation ou d'immixtion éventuelle dans les conflits interafricains. und sehr viel zurückhaltender als etwa die Sowjetunion oder als etwa Kuba bei der Beteiligung an innerafrikanischen Konflikten. Ich bin der Meinung,
Je suis d'avis que ces conflits africains doivent être solutionnés par les Africains eux-mêmes et que les États industriels doivent offrir des aides économiques et non point des armes, des avions ou des chars. Dans ce contexte, je suis donc critique envers l'engagement soviétique en Afrique. Mais que peuvent faire les Européens pour stabiliser l'Afrique et y a-t-il accord franco-allemand sur la manière d'aider ou d'intervenir? Ce que les Européens et la communauté ont de plus important à faire est de promouvoir l'aide économique en Afrique, cela dans un esprit de coopération entre partenaires égaux. C'est là une idée communément admise en Europe. Le président Giscard d'Estaing va plus loin encore en proposant des aides économiques et financières encore plus spécifiques. Nous en avons pris connaissance et sommes à l'étude de ces propositions. En ce qui concerne mon pays, je tiens cependant à préciser que nous ne nous associerons jamais à des livraisons d'armes et que nous n'enverrons jamais de soldats. Cela dit, j'ai remarqué qu'ici en Afrique, on observera avec un grand intérêt si le sommet économique de juillet des 7 pays industrialisés évoluera de manière égoïste ou si, comme nous en avons l'intention, les intérêts et attentes des pays en voie de développement seront aussi pris en considération. Précisément, doit-on s'attendre à des résultats spectaculaires du sommet? Je pense à la fin de la récession et à l'éventuel rôle de locomotive de la part de l'Allemagne fédérale. Il est préférable de ne pas attendre de résultats spectaculaires de ce sommet. Il s'agit d'une 4e rencontre sur les problèmes économiques mondiaux. Elle succède à celle de Rambouillet, Porto Rico et Londres. Ces 3 rencontres n'ont certainement pas permis d'éliminer la crise structurelle que traverse l'économie mondiale. Cela reste vrai pour ce 4e sommet. Les 3 précédents ont cependant permis de limiter avec succès les effets d'une crise qui aurait pu être beaucoup plus grave, comme ce fut le cas dans les années 30. Wenn ich etwa an die Jahre 1931, 32, 33 denke, wo es solche Konferenzen à cette époque, de telles conférences n'existaient pas et les États travaillaient les uns contre les autres. Ce n'est plus le cas et dans ce sens, ce sommet peut être tout à fait positif. En ce qui concerne le rôle de l'Allemagne fédérale, je sais effectivement qu'il est à la mode de nous interpeller pour que nous en faisions plus. Personne n'a cependant fait de propositions précises. Je ne trouve donc pas nécessaire que les modes les plus extravagantes soient suivis par tout le monde. Située par rapport au monde, l'économie allemande est beaucoup trop petite pour jouer le rôle d'une locomotive. Il y aura succès à ce sommet si toutes les nations industrielles européennes, mais aussi américaines et japonaises, adoptent une politique tendant au même but. Le plein emploi, plus de croissance, une plus grande stabilité monétaire et la préservation des conditions internationales de travail et d'échange, c'est-à-dire le refus de tout protectionnisme commercial. Une interview politique et économique de M. Helmut Schmidt qui sera largement commentée. L'Algérie s'apprête à célébrer, ce sera demain, le 16e anniversaire de l'indépendance. Et oui, cela se passait le 3 juillet 1962. L'Algérie est un pays jeune avec une population d'enfants et d'adolescents extrêmement importante. Et beaucoup de ceux qui demain célébreront cette indépendance, pourtant toute récente, n'en auront aucun souvenir. 16 ans, le temps de passer de la petite enfance à l'âge d'homme. Mais demain, pour célébrer les fêtes, il y aura aussi un absent. L'un des principaux artisans de l'indépendance de l'Algérie, Ahmed Ben Bella, ne sera pas dans une tribune officielle. Depuis 13 ans, depuis l'année 1965, le premier des chefs historiques de la révolution algérienne vit en résidence surveillée depuis 13 ans. Rares sont ceux qui ont pu lui parler ou le voir. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il a mis tout le monde, toutes les institutions. Oder als etwa Kuba bei der Beteiligung an innerafrikanischen Konflikten. Ich bin der Meinung,
Je suis d'avis que ces conflits africains doivent être solutionnés par les Africains eux-mêmes et que les États industriels doivent offrir des aides économiques et non point des armes, des avions ou des chars. Dans ce contexte, je suis donc critique envers l'engagement soviétique en Afrique. Mais que peuvent faire les Européens pour stabiliser l'Afrique et y a-t-il accord franco-allemand sur la manière d'aider ou d'intervenir? Ce que les Européens et la communauté ont de plus important à faire est de promouvoir l'aide économique en Afrique, cela dans un esprit de coopération entre partenaires égaux. C'est là une idée communément admise en Europe. Le président Giscard d'Estaing va plus loin encore en proposant des aides économiques et financières encore plus spécifiques. Nous en avons pris connaissance et sommes à l'étude de ces propositions. En ce qui concerne mon pays, je tiens cependant à préciser que nous ne nous associerons jamais à des livraisons d'armes et que nous n'enverrons jamais de soldats. Cela dit, j'ai remarqué qu'ici en Afrique, on observera avec un grand intérêt si le sommet économique de juillet des 7 pays industrialisés évoluera de manière égoïste ou si, comme nous en avons l'intention, les intérêts et attentes des pays en voie de développement seront aussi pris en considération. Précisément, doit-on s'attendre à des résultats spectaculaires du sommet? Je pense à la fin de la récession et à l'éventuel rôle de locomotive de la part de l'Allemagne fédérale. Il est préférable de ne pas attendre de résultats spectaculaires de ce sommet. Il s'agit d'une 4e rencontre sur les problèmes économiques mondiaux. Elle succède à celle de Rambouillet, Porto Rico et Londres. Ces 3 rencontres n'ont certainement pas permis d'éliminer la crise structurelle que traverse l'économie mondiale. Cela reste vrai pour ce 4e sommet. Les 3 précédents ont cependant permis de limiter avec succès les effets d'une crise qui aurait pu être beaucoup plus grave, comme ce fut le cas dans les années 30. Wenn ich etwa an die Jahre 1931, 32, 33 denke, wo es solche Konferenzen à cette époque, de telles conférences n'existaient pas et les États travaillaient les uns contre les autres. Ce n'est plus le cas et dans ce sens, ce sommet peut être tout à fait positif. En ce qui concerne le rôle de l'Allemagne fédérale, je sais effectivement qu'il est à la mode de nous interpeller pour que nous en faisions plus. Personne n'a cependant fait de propositions précises. Je ne trouve donc pas nécessaire que les modes les plus extravagantes soient suivis par tout le monde. Située par rapport au monde, l'économie allemande est beaucoup trop petite pour jouer le rôle d'une locomotive. Il y aura succès à ce sommet si toutes les nations industrielles européennes, mais aussi américaines et japonaises, adoptent une politique tendant au même but. Le plein emploi, plus de croissance, une plus grande stabilité monétaire et la préservation des conditions internationales de travail et d'échange, c'est-à-dire le refus de tout protectionnisme commercial. Une interview politique et économique de M. Helmut Schmidt qui sera largement commentée. L'Algérie s'apprête à célébrer, ce sera demain, le 16e anniversaire de l'indépendance. Et oui, cela se passait le 3 juillet 1962. L'Algérie est un pays jeune avec une population d'enfants et d'adolescents extrêmement importante. Et beaucoup de ceux qui demain célébreront cette indépendance, pourtant toute récente, n'en auront aucun souvenir. 16 ans, le temps de passer de la petite enfance à l'âge d'homme. Mais demain, pour célébrer les fêtes, il y aura aussi un absent. L'un des principaux artisans de l'indépendance de l'Algérie, Ahmed Ben Bella, ne sera pas dans une tribune officielle. Depuis 13 ans, depuis l'année 1965, le premier des chefs historiques de la révolution algérienne vit en résidence surveillée depuis 13 ans. Rares sont ceux qui ont pu lui parler ou le voir. Il a bouffé tout le monde. Je m'excuse encore de l'expression. Il a mis tout le monde, toutes les institutions et tous les textes au frigidaire pour régenter l'Algérie exactement.
C'était à Alger le 19 juin 65. Le commandant des blindés Slimane annonçait ainsi le renversement du premier président de la République algérienne, Ahmed Ben Bella. Ces chars, qui venaient de figurer dans le film La bataille d'Alger, prenaient position au carrefour de la capitale. Des manifestants criaient encore « Vive Ben Bella », mais il était trop tard. Après 3 années de pouvoir, le premier chef de l'État algérien se trouvait déjà en résidence surveillée. Le colonel Boumedienne s'installait à sa place. Il allait faire disparaître de l'histoire officielle de l'Algérie le nom même de Ahmed Ben Bella. 13 ans après le coup d'État, on s'interroge encore sur le sort de Ben Bella. Est-il encore vivant ? Bien qu'elle ne l'ait pas vu depuis le début de sa détention, son avocate affirme qu'il vit toujours. J'ai absolument la preuve que Ben Bella, à l'heure actuelle, est vivant. Je sais qu'à plusieurs reprises, on a fait courir des bruits sur sa mort. Et cela me paraît un peu inquiétant parce que ces bruits venaient de sources officielles algériennes. Et je me suis toujours demandé, et nous nous sommes toujours demandé au comité, et parmi les gens qui s'intéressaient au sort du président Ben Bella, si ce n'était pas des ballons d'essai pour voir quelles seraient les réactions de l'opinion internationale au cas où il disparaîtrait. Dans une série de dessins naïfs, un hebdomadaire avait reconstitué sa vie en résidence surveillée à 40 km d'Alger, gardée par 300 soldats. Ben Bella s'est ainsi marié en 71 avec une journaliste dans sa prison à l'ombre des mitraillettes. Le couple a même adopté 2 enfants. Malgré les fouilles, sa famille peut sortir librement, mais pas lui. Sa popularité gêne encore le régime, c'est l'opinion de celui qui fut son seul conseiller français. Eh bien, je crois que si Ben Bella ne représente plus, je pense, un grand danger pour le régime du président Boumedienne, qui a repris très largement la politique de son prédécesseur, c'est que Ben Bella est intouchable. C'est d'abord un militant révolutionnaire irréprochable pour le peuple algérien. C'est ensuite un président de la République qui a été élu dans des conditions légales, qui a exercé son pouvoir pendant 3 ans, dans des conditions difficiles de l'Algérie indépendante, qui n'a pas de sang sur les mains et qui a toujours essayé de ménager les uns et les autres pour permettre à tous les fils d'Algérie de construire leur pays. Alors je crois que ce passé révolutionnaire, le fait qu'il ait été longtemps dans les prisons françaises, qu'il ait été élu démocratiquement et qu'il ait sorti le pays du chaos au lendemain de l'indépendance, fait qu'il existe un mythe Ben Bella, même si les plus jeunes aujourd'hui ne le connaissent pas. Ahmed Ben Bella a passé plus du tiers de sa vie en détention. Pourtant, il n'a jamais été jugé. Aujourd'hui, une certaine opposition se reconnaît encore en son nom, bien que le président Boumedienne affirme qu'il n'a plus sa place dans la vie politique algérienne. Mais son maintien en résidence surveillée est sans doute le résultat de la confrontation de 2 tendances au sein du régime, les partisans de sa liquidation et ceux de sa libération. 18 ans de réclusion pour le docteur Birag, 12 ans de réclusion pour Christian Portet, 8 ans de la même peine pour José Picard. La cour d'assises de la Haute-Garonne, qui siégeait à Toulouse, a rendu cette nuit, tard dans la nuit, son verdict dans l'affaire de l'assassinat de René Trouvé. Bernard Marchetti, vous avez suivi pour Antenne 2 ce procès. Oui, les jurés de la Haute-Garonne, 6 hommes et 3 femmes, sont des gens intelligents. On se demandait un peu ce qu'ils avaient pu retenir d'un dossier aussi complexe qui leur était révélé de façon aussi décousue. Lors de chaque témoignage, il fallait aborder un élément nouveau sans avoir jamais une vue globale. Pour toute synthèse, l'acte d'accusation et pour guide, les rares interventions du président Durand. Il leur a fallu faire la part des invraisemblances, des mensonges aussi, des contradictions et du flou de certains témoignages dont pourtant on attendait beaucoup. Et garder encore après cela la tête claire pour l'épuisante journée d'hier. 13 heures consacrées aux réquisitoires et aux plaidoiries. Règlement de compte organisé par Birag selon l'avocat général, meurtre téléguidé selon les avocats de Christian Portet, l'exécuteur, correction, simple correction qui a mal tourné pour ceux de Joseph Picard, et puis accusation invraisemblable ou peut-être complot malveillant monté après coup, Birag est innocent selon les défenseurs. À 2 heures la nuit dernière, Birag est déclaré coupable. Sa peine à 2 ans près répond à la demande de l'avocat général. Pour les 2 autres, on a su moduler avec soin. Portet, le meurtrier, 12 ans, Picard, le comparse, 8 ans. Pour le meurtre de René Trouvé, 2 ans et demi après, à Toulouse, la justice est passée.
Une histoire bien curieuse est arrivée à quelques 900 Américains candidats à une croisière. Au bout d'une journée, une seule journée de mer, un bon tiers des passagers s'est mutiné et a dérouté le bateau vers le port de New York. Si l'on en croit les responsables de cette mutinerie, il y avait de quoi d'ailleurs être mécontent, même si cette croisière ne coûtait pas très cher, $150 pour 3 jours environ. Les cabines étaient non seulement minuscules, paraît-il, mais en plus elles grouillaient de cafards et de rats. Les douches étaient inexistantes. Quant au service, n'en parlons pas. Je préfère rester correct le soir à la télévision. Normalement, les actes de mutinerie, vous le savez, sont très sévèrement punis dans la marine. Il semble bien pourtant que les autorités maritimes américaines n'aient pas l'intention de pendre les révoltés au grand mât. Il serait même question de leur rembourser leur croisière. Il ne fait pas très beau donc en ce début de vacances. Il faut se trouver de l'occupation pour les longues journées de pluie. Et si vous n'avez rien à faire, je vous propose, comme nous l'avons d'ailleurs fait il y a quelques mois, c'était cet hiver, je vous propose d'aller visiter le petit village de Ferrières. Ferrières, c'est dans le Tarn, non loin de Castres, un petit village qui est surprenant. Ce sont les jeunes qui ont décidé de s'occuper de l'animation de la commune. Alors, avec l'aide d'un animateur du parc régional du Languedoc, et ils ont déjà créé un musée, une imprimerie et un atelier de luthier. Et ce n'est pas fini. Alors, une preuve, s'il en fallait qu'avec quelques subventions, des bénévoles et beaucoup de volonté, on peut arriver à faire revivre une commune. Aujourd'hui, Ferrières vous attend. Oui, bien aujourd'hui, on marie 2 jeunes de ce groupe qui habitent un village de la montagne du Haut-Languedoc. Et c'est le premier mariage dans ce groupe de jeunes. En fait, on est un tout petit village, il y a 143 habitants à Ferrières, et ce tout petit village est frappé par l'exode rural, comme toute cette région de montagne du Haut-Languedoc. Et le groupe de 23 jeunes a décidé, il y a déjà 10 ans, de faire de l'animation, de prendre en compte un petit peu tout ce qui intéresse la vie, la qualité de la vie. Et c'est pour ça que vous les voyez avec des capes qui représentent un petit peu leur fierté d'exister, avec toute leur volonté d'agir pour sauver leur village. Ben, on s'est connus ici à l'occasion d'une fête locale, quoi. C'était la fête justement de la commune libre, les 10 ans d'anniversaire. Et c'est là qu'on s'est connus. Voilà le vieux moulin. C'est un des plus importants chantiers que l'on mène actuellement, c'est même le plus important. On est en train de refaire la toiture de ce bâtiment et on installe là l'imprimerie. On emprunte même des ardoises à des voisins pour le faire dans les normes anciennes. Oui, je suis fonctionnaire à Toulouse, je vais me faire de la petite composition pendant mes moments de loisirs pour donner un coup de main à Alain. Pour moi, je ne suis pas fonctionnaire, je travaille en textile, je travaille, je pile de 8 dans du temps libre, je viens l'aider. Comme l'imprimeur vendait son imprimerie, nous pensons la récupérer pour créer des emplois sur Ferrières, pour que les jeunes restent au village. Nous pensons faire ici des cartes de visite, des affiches, des tracts, puis peut-être des livres par la suite, en fait, ça dépendra quoi. Allô? Oui? Ah d'accord, bon, j'arrive, hein, merci. Ah ben ce téléphone à l'imprimerie, il y a encore toute une histoire. Parce que pour l'amener ici, l'administration des PTT devait planter 80 poteaux. Alors on a voulu éviter qu'on abîme le site. Et les jeunes de Ferrières ont fait 1,5 km de tranchée pour placer le câble en souterrain jusqu'ici. Alors maintenant il marche, on est fiers. À monter là-haut, vous la mettez dans une salle, en bas. Oui, parce que ça, c'est la maison des jeunes. En fait, c'est la ferme de l'Asgarrigue. On l'a acheté il y a 5 ans, et il a fallu la payer 5 millions. Et en 5 ans, on est arrivé à rembourser les prêts que certains amis nous avaient faits pour qu'on puisse l'acheter. Là-dedans, on a installé notre foyer, c'est là qu'on se rencontre, et en même temps, une collection d'art et tradition populaire, de folklore, qui fait partie, qui devient le 3e musée de Ferrières. Mais pour ce faire, il a fallu installer des poutres et faire d'énormes travaux. Mais ça, on y passe là aussi quelques dimanches. Dans cette vieille ferme, on essaie de reconstituer l'intérieur ancien des vieilles fermes de la région, avec
tous les objets anciens qu'il y a, comme par exemple cette vieille paillasse qui nous a été prêtée dans la région, qui sert actuellement à faire lever le pain quand il est tout frais, qu'on le met à l'intérieur. En fait, la Commune libre a déjà bien des réalisations. Ici, c'est le musée du protestantisme, il y a aussi la maison de l'artisanat, et c'est sa première réalisation. Elle date d'il y a 10, 11 ans même, et on y a consacré beaucoup de loisirs. De 200 documents, on est passé à 12 000. Le musée de Ferrières est le deuxième en France. C'est dire qu'avec du bénévolat, un peu de temps et surtout de la bonne volonté, on fait quand même de bonnes choses. Ferrières, dans le Tarn, pas loin de Castres. Tout au long de cette semaine, nous allons vous faire visiter d'ailleurs les parcs régionaux et les parcs nationaux français, les plus importants en tout cas. C'est un rendez-vous que vous fixe tous les soirs dans C'est la vie, Alain Valentini. Et puisque j'en suis au rendez-vous, je vous rappelle aussi qu'Antenne 2 demain consacre toute sa journée à la Grande-Bretagne. Notre journal de 20h sera donc présenté en direct de Londres par Patrick Poivre d'Arbre. En sport, je ne reviens pas sur l'ensemble des résultats de cette journée. Vous les connaissez maintenant grâce à Stade 2. Je vous rappelle simplement que le Grand Prix de France d'automobile, qui se courait au Castellet, a été remporté par l'Américain Mario Andretti sur Lotus. Les coureurs du Tour de France, eux, ont eu une journée difficile. Ils ont passé 243 km 500 sur une bicyclette et sous la pluie en plus. L'étape Saint-Amand-les-Eaux, Saint-Germain-en-Laye a apporté quelques changements au classement général. Les coureurs avaient pris le large. Et l'étape a été remportée par un Allemand, Thaler, devant Jacques Bossis, un équipier de Bernard Hinault. Troisième, Bernard Friou. Au classement général, le Hollandais Jan Raas a perdu ce soir son maillot jaune et c'est Bossis qui l'a endossé demain. Quatrième étape, Évreux-Caen, par la route des Écoliers, bien sûr. Et puis, il y avait aussi un tiercé aujourd'hui. Ce tiercé se courait à Saint-Cloud. Il s'agissait du handicap de Saint-Cloud avec 2800 mètres à parcourir pour les 22 partants. Finalement, Maria Jable l'a emporté devant Agency et Comte Grande. Combinaison gagnante le 6, le 8 et le 2. Les rapports pour 5 francs s'inscrivent sur votre petit écran. 6535 francs dans l'ordre, pour 5 francs bien sûr, et 1307 francs dans un ordre différent. Voilà, il est 20h27 pratiquement. Cette édition est terminée à 22h27, 22h30. Hervé Claude sera avec vous pour notre dernier journal. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée sur Antenne 2. Bonsoir.